Ok, on commence. Alors, cette partie du cours concerne un type particulier des listes qu'on appelle les listes bidirectionnelles. Alors, une petite introduction. Donc, les listes vues jusqu'à maintenant sont appelées simplement chaînées. Des listes simplement chaînées, c'est-à-dire les listes que nous avons présentées dans le cours précédent, on les appelait les listes simplement chaînées. Elles offrent beaucoup d'avantages. Elles sont très intéressantes pour l'implémentation des données en mémoire. Les listes chaînées sont très intéressantes. Une optimisation de la gestion de la mémoire. Elles sont très utilisées en pratique. Malheureusement, elles présentent un inconvénient majeur qui est le suivant. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît, c'est quoi le problème avec les listes simplement chaînées? Alors, les listes simplement chaînées, elles sont unidirectionnelles. Unidirectionnel. Ça veut dire quoi unidirectionnel? Ça veut dire, si nous sommes au ième élément de la liste, et si nous avons besoin de l'élément précédent, c'est-à-dire l'élément i-1, il faut recommencer le parcours de la liste depuis la tête. J'explique. Donc, vous avez une liste simplement chaînée. Elle est très efficace pour la représentation des données. C'est très intéressant comme moyen d'implémentation. Par contre, il y a un problème. Le problème est le suivant. Imaginez, vous êtes en train de parcourir la liste, puisque la liste, elle est à accès séquentiel, c'est-à-dire pour accéder à la valeur 15, qui se trouve dans le nème élément, il faut passer par toutes ces valeurs pour arriver au nème élément. Maintenant, supposons que je suis au niveau du nème élément. Je suis là. Et pour une raison ou pour une autre, j'ai besoin de l'adresse ou de l'élément qui se trouve juste avant, c'est-à-dire l'élément n-1. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reparcourir la liste à partir du début. D'accord? J'ai aucun moyen d'accéder à cet élément. Donc, il faut refaire l'accès à partir de la tête de la liste. Et ça, c'est coûteux en termes de complexité. D'accord? Imaginez, vous avez une liste de 10 000 cases ou voire plus. Vous êtes au niveau du dernier élément. Et pour une raison ou pour une autre, vous avez besoin de l'élément qui se trouve juste avant. Alors, vous devez malheureusement, vous ne pourrez pas accéder à cet élément. Pour le faire, il faut revenir la tête et repasser par tous les éléments, ce qui est quand même assez compliqué et assez lourd dans la programmation. D'accord? Donc, une idée, et justement pour pallier à ce problème, il y a eu proposition des listes chaînées bidirectionnelles ou bien listes doublement chaînées. Devant cet inconvénient, devant ces limitations, il y a eu une nouvelle proposition qui s'appelle les listes chaînées bidirectionnelles. D'accord? Voilà. Alors, les listes bidirectionnelles. Dans une liste bidirectionnelle, chaque cellule contient 2 pointeurs et non pas un. Alors, contient 2 pointeurs. Le premier pointeur, l'un pointe sur l'élément suivant, comme pour les listes simplement chaînées, comme s'il s'agit du cas classique, et un autre pointeur supplémentaire, l'autre sur l'élément précédent dans la liste. D'accord? C'est-à-dire chaque élément de la liste contient 2 pointeurs. Un pointeur sur le suivant et un pointeur sur les précédents. D'accord? Le schéma serait le suivant. Donc, une liste bidirectionnelle. Elle est composée d'un ensemble d'éléments, comme s'il s'agit d'une liste ordinaire, comme s'il s'agit d'une liste simplement chaînée. Ou, par contre, chaque élément contient 2 pointeurs et non pas un seul. Un pointeur sur l'élément suivant, comme s'il s'agit d'une liste simple, et un pointeur sur l'élément précédent. D'accord? On appelle ça les listes bidirectionnelles ou bien les listes doublement chaînées. Il y a une doublure de chaînage, il y a un double chaînage. D'accord? Dans les listes bidirectionnelles, on peut se déplacer dans les deux sens. C'est-à-dire, je peux aller de 12 à 7, de 7 à 9, mais je peux revenir vers 7. D'accord? De 9 à 7 parce que j'ai son adresse. J'ai son adresse. Ainsi,
Si je suis au niveau du dernier élément, le fameux énième élément, si j'aurais besoin de l'avant-dernier, il suffit juste de faire marche arrière parce que j'ai son adresse. D'accord? C'est pour cette raison on les appelle les listes bidirectionnelles. Une direction dans ce sens, j'ai un schémage dans ce sens et j'ai un schémage dans l'autre sens. Et ça, c'est très intéressant. Ça me permet de me déplacer dans les deux sens, contrairement aux listes chaînées simples, là où il y a un déplacement dans un seul sens et qu'on les appelait les chaînes unidirectionnelles. D'accord? Donc ça, c'est le principe des listes bidirectionnelles. Alors, maintenant pour la déclaration. Allez, je vous demande de déclarer les listes bidirectionnelles. Si je vous demande de les déclarer, alors on commence par quoi? Par déclarer quoi? Enregistrement. Tout à fait. De la même manière que pour les listes chaînées. Donc, je vais déclarer l'enregistrement. Alors, l'enregistrement, par exemple, cellule. Dans ce cas, une cellule ou bien un élément de la liste va être un enregistrement. Donc, vous commencez par définir le type cellule ou bien par le type liste bidirectionnelle. On peut commencer par une liste bidirectionnelle. Et le type de liste bidirectionnelle, dans ce cas, je vais sauvegarder toujours la tête, qui est un pointeur sur cellule, parce que c'est une liste, donc j'aurai toujours besoin de la notion de tête. Il y a des gens même qui considèrent un autre point d'entrée qui est la queue. Donc la queue, un deuxième pointeur qui sauvegarde l'adresse du dernier élément. C'est-à-dire pour les listes bidirectionnelles, je peux entamer le parcours soit du premier vers le dernier, ou bien du dernier vers le premier grâce à la notion de double chaînage. D'accord? Donc, type, je définis le type liste bid, c'est-à-dire une liste bidirectionnelle. Ça va être un pointeur sur une cellule. Ça va être un pointeur tête et que ça va être des pointeurs sur cellule. La cellule, c'est quoi? C'est un enregistrement composé de combien de champs? 3 champs. 3 champs. Très bien. Le premier champ, comment il s'appelle? Info. C'est le fameux, voilà, c'est le fameux champ info, comme pour les listes simples qui contient l'information utile qui est de type élément. Type élément. D'accord? Et les autres champs. Suivant et précédent. Très bien. Et nous avons le premier champ qui est le champ suivant, qui est un pointeur sur l'élément suivant, donc de type list bit. List bit, c'est un pointeur sur une cellule. D'accord? Donc, suivant, list bit, soit vous écrivez list bit ou bien pointeur sur une cellule. Son sens, c'est quoi? C'est un pointeur sur l'élément suivant. D'accord? Et nous avons un champ supplémentaire que nous avons ajouté qui est le précédent. D'accord? La notion de précédent qui est un pointeur sur l'élément précédent. D'accord? Sur l'élément précédent. Par exemple, pour 7, vous avez un lien vers le suivant qui est un 9 ou un lien vers le précédent qui est 12. Pareil pour 9. Ça, c'est le suivant et ça, c'est le précédent. Donc, pour chaque cellule, il y a 2 pointeurs, suivant et précédent. Voilà. Et à partir de cet instant, on déclare une variable de type listBit. ListBit, vous avez défini un nouveau type, d'accord, qui est un pointeur sur une cellule. Et moi, dans ce cas, je vais sauvegarder uniquement la tête, dans le cas général. Il y a des gens même qui sauvegardent la tête et la queue pour simplifier la manipulation de telle liste. Donc, ceci concerne la déclaration et l'intérêt. Donc, l'intérêt, on peut se déplacer dans les deux sens. Et pour la déclaration, il suffit juste d'ajouter un champ supplémentaire. C'est tout. D'accord? Alors, maintenant, les opérations de manipulation pour ajouter un élément en tête de liste. Allez, je vous rappelle la liste. Voilà, je vous mets une liste sous les yeux, par exemple 12, 7, 9, 3, 15. Et je vous demande d'insérer un élément en tête de liste. D'accord? Donc, je vous demande d'insérer un élément ici, en tête de liste. Par exemple, je vous demande d'insérer 4, par exemple, la valeur 4. Par exemple, je vous demande d'insérer la valeur 4 ici, en tête de liste. Allez-y. Alors, qu'est-ce que vous allez faire?
On commence par Alloué. allouer. Alloué. Très bien, très bien. Je vais allouer. Bon, je vais allouer un espace pour l'élément composé de 3 champs. OK. Et je vais mettre son adresse dans une variable temporaire TMP qui pointe cet élément. Ensuite, je fais quoi? Le chaînage. Avant de faire le chaînage, Remplissage. le remplissage de la structure. Voilà. Donc ça, c'est une variable temporaire. Donc j'ai son adresse. Donc je vais mettre la valeur 4 ici, dans le champ inf. Dans le champ inf. Je vais mettre ici 4. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Le chaînage. Le chaînage, c'est Le tout. chaînage. Le chaînage, c'est tout. Donc, il faut lier cet élément à l'ensemble des éléments. Donc, il faut mettre à jour le chaînage. D'accord? Comment mettre à jour le chaînage? Il faudrait que cet élément devienne le premier élément de la liste. Il faudrait que ça devienne le premier élément de la liste. Pour qu'il devienne le premier, qu'est-ce qu'on fait? On récupère l'adresse qui se trouve dans tête. L'adresse du premier élément 12, par exemple. Ici, l'adresse, elle était là. Vous êtes d'accord? L'adresse, elle était là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je récupère cette adresse et je la mets dans le champ suivant de l'élément qui vient juste d'être créé pour créer ce chaînage. C'est bon. D'accord? C'est bon. Cet élément pointe sur celui-là. Ensuite, je fais quoi? Le champ précédent de celui-là, qu'est-ce qu'il devient, le champ précédent? Nil. 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 Pourquoi Nil? Pourquoi Nil? Premier élément. Parce qu'il devient lui. Premier élément. Exact, parce qu'il devient lui le premier élément, sachant que le précédent du premier élément c'est Nil et le suivant du dernier c'est Nil. D'accord? Donc je vais mettre Naya Nil. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? La tête pointe vers le nouveau élément. La tête pointe vers le premier élément. Avant? Tête point près, reçoit. Voilà, n'oubliez pas ce Nil, il faut l'enlever, ce Nil. Cet élément était le premier, donc il n'avait pas de précédent, mais dorénavant, cet élément aura un précédent. D'accord? C'est celui-là. D'accord? Donc cet élément va pointer sur celui-là pour dire que cet élément classe devient le deuxième, n'est plus le premier. Donc s'il est le deuxième, son précédent, c'est le premier. Donc il faut mettre à jour ce champ. Donc l'élément 12 va pointer sur l'élément 4 et en dernier lieu, c'est la tête qui va changer et dorénavant, la tête reçoit T ou bien reçoit Nouv. D'accord? Et du coup, je casse ce chaînage. Ainsi, j'ai inséré un élément dans une liste bidirectionnelle. On a compris le scénario? Allez-y. Oui. Très bien. Maintenant, on va écrire l'action, s'il vous plaît. L'action, donc, ça va être ajouter tête. En entrée-sortie, la tête, parce que la tête qui va changer. Je vous demande d'insérer en tête. Dans tous les cas, la tête va changer. Donc, en entrée-sortie, tête, de type liste bid. Et je lui donne en entrée un élément de type élément, l'élément que je veux insérer dans la liste. Alors, variable nouv list bid, c'est le fameux T. Notre fameux T, c'est la variable temporaire qui va sauvegarder provisoirement l'adresse de l'élément nouvellement créé. D'accord? Alors, début. Je commence par créer un nœud. J'ai créé un nœud, c'est bon, j'ai fait l'allocation, etc. Je vais créer un nœud et je récupère son adresse dans la variable nouv. Ensuite, si nouv différent de nil pour dire est-ce que la création a été faite correctement. Si nouv différent de nil, alors nouv.info égale x. Je remplis le champ utile, le champ information. Ensuite, nouv.précédent égale nil. Je mets nil ici pour exprimer le fait que cet élément devient le premier de la liste bidirectionnelle. Donc, il n'a pas de précédent. Le précédent du premier, c'est nil. Et nouv.suivant reçoit tête. L'élément que je viens juste créer va pointer sur l'ancienne tête. Le suivant, son suivant, c'est 12. C'est l'ancienne tête. Donc, nouv.suivant reçoit tête. C'est bon. Ensuite, tête point précédent reçoit nouv.
l'ancienne tête qui avait un précédent égal à nil, maintenant, elle aura un précédent qui est l'élément qui vient juste d'être créé. Donc, tête point précédent reçoit nouve. D'accord? Et finalement, tête reçoit nouve. La dernière opération, tête va pointer sur cet élément pour casser ce chaînage. D'accord? Et c'est tout. D'accord? Ainsi, la liste sera la tête qui va pointer sur 4, 4 va pointer sur 12, 12 sur 7, etc. Et le 4 devient le précédent du 12. Et le 4 n'aura pas de précédent. Est-ce que c'est clair pour l'ajout en début, en tête de la liste? D'accord? Maintenant, parfait. Maintenant, une autre opération que je vous demande, s'il vous plaît, c'est d'ajouter un élément après une adresse donnée. Ajouter un élément après une adresse donnée. D'accord? Donc, vous avez une certaine adresse. Voilà. Par exemple, vous avez une certaine adresse. Ça, c'est l'adresse. D'accord? Donc, vous avez, on va la nommer P éventuellement. Vous avez une certaine adresse. Moi, je vous demande d'insérer un élément après une certaine adresse, c'est-à-dire en d'autres termes, je vous demande d'insérer 8, par exemple, éventuellement 8 entre 7 et 9. Entre 7 et 9. D'accord? Un rappel, pour les listes, qu'elles soient simples ou bidirectionnelles ou circulaires, toute manipulation à un niveau donné nécessite l'adresse du précédent. D'accord? Donc, pour pouvoir insérer ici, j'aurai besoin de l'adresse du 7, toujours, pour mettre à jour les chaînages. Pour pouvoir insérer après le 7, donc j'aurai besoin de l'adresse du 7. D'une manière générale, j'aurai toujours besoin de l'adresse du précédent. D'accord? Allez-y. Allez, insérer, il faut insérer le 8, la valeur 8. Donc, l'idée est la suivante. Essayez de suivre le scénario. Hein. Donc, je fais une allocation. Je fais une allocation d'un espace pour la valeur 8. Cet espace, bien sûr, j'intercepte son adresse dans une variable provisoire qui est T. D'accord? Ensuite, je mets à jour les champs. Je commence toujours par le champ utile, à savoir le 8. Donc, je vais mettre ici 8. D'accord? C'est bon. Maintenant, deuxième phase, c'est la phase de la mise à jour des chaînages. Mise à jour des chaînages. Je commence par le champ précédent. Le champ précédent de l'élément qui vient d'être créé. C'est quoi le champ précédent? P. C'est P. C'est P. C'est le P, puisque j'ai l'adresse du 7. Donc, cet élément va pointer sur P, comme ça. Donc, il suffit de mettre ici P. D'accord? Et le champ suivant, le champ suivant du 8. P point suivant. C'est P point suivant, c'est celui-là, celui qui était là. D'accord? Puisque j'ai l'adresse de cet élément. Donc, le champ suivant de celui-là va être mis ici. Donc, j'aurai ce chaînage. C'est bon. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Parce que P point P suivant suivant pointe vers le nouveau élément. Tout à fait. Tout à fait. Il faut que le 7 pointe sur le 8 parce que dorénavant, le suivant du 7 est 8 et non pas F. Donc, on casse ce chaînage et on crée ce chaînage. D'accord? Et à la fin, P point suivre, entre parenthèses, point spread reçoit T. tout à fait, tout à fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Mettre à jour le schéma, celui-là, c'est-à-dire le précédent du 9. Le précédent du 9 ne devient plus 7, mais plutôt 8. Ou l'adresse du 8, c'est quoi? C'est le fameux T, le fameux pointeur intermédiaire. Donc, ce chaînage va pointer sur celui-là. Et je peux accéder à cet espace. Comment? J'ai son adresse. Je l'ai interceptée. Elle est là. L'adresse de cet élément, c'est nous, point suivant. D'accord? Donc, c'est l'adresse de cet élément. J'ai l'adresse de tout l'élément. Je vais m'adresser uniquement au champ précédent. Donc, il reçoit T. Et du coup,
je vais casser ce schémage. Donc 12 va pointer sur 7, 7 sur 8, 8 sur 9, et je continue le reste. D'accord? Voilà. Allez, on va écrire les instructions, s'il vous plaît. Donc, ajouter après, on suppose que j'ai l'adresse. Ça, c'est très, très important. Le fait d'avoir l'adresse du précédent, c'est bon. D'accord? Donc, je pourrais agir sur cet élément. D'accord? Et puis, elle est transmise en entrée, parce que moi, je ne vais pas changer l'adresse. Je vais changer les éléments, c'est-à-dire les champs de l'élément pointé par P, et non pas P. Donc, je transmets l'adresse en entrée. C'est une copie de l'adresse. Je ne vais pas modifier l'adresse de cet élément. Vous êtes d'accord? Je vais changer le contenu des champs. Donc, en entrée. Et je vais transmettre l'élément à insérer, le fameux X, dans notre cas, c'est 8. D'accord? OK. Allez, variable nouve, c'est la variable nouve, la variable temporaire qui va recevoir l'adresse de l'élément nouvellement créé, nouve list bit. Allez, début. Je commence par quoi? Je commence par quoi? Alloué. Créer l'élément. Création de Créer le nœud. Très bien. Création d'un nœud. Je crée le nœud. Ensuite, si nouve différent de nil, nouve.info reçoit X. C'est bon. J'ai mis la valeur de 8 ici. J'ai mis la valeur de 8 ici. Ensuite, je fais quoi? Oui? Nouv.suivant reçoit P.suivant. Et Nouv.précédent reçoit P. P. Tout à fait. Exact. Monsieur, Tout simplement. Oui. monsieur, laisse-moi dire la condition, c'est P point suivre n'égale pas nil. Même égal nil. Même si égal à nil. Même si égal à nil, tu récupères nil. D'accord? Alors, j'efface juste. Voilà. Donc, nouv.précédent reçoit précédent et nouv.suivant reçoit précédent point suivant. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'aurait pas dû effacer. P.suivant reçoit Nouv. C'est bon à dire. Ouais, pointe sur celui-là. Et celui-là pointe sur celui-là. OK. Donc, et P, elle est là. Allez, j'ai redessiné le schéma. Donc, qu'est-ce qui reste maintenant? P, point suivant. Reçoit Nouv. Suivant reçoit nous. Voilà. P, point suivant, reçoit nouv. P, point suivant, reçoit nouv, parce que ce nouv-là devient le suivant de cet élément. Donc, je vais casser ce chaînage et je vais créer un chaînage ici. Et la dernière étape, nouv, point suivant, point précédent, celui-là reçoit nouv. Il suffit juste de pointer cet élément sur celui-là. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est pour l'ajout d'un élément après une adresse donnée. Après une adresse donnée. Vous voyez? Donc, il suffit juste de dessiner, de faire un schéma et mettez à jour le chaînage. N'oubliez pas, faites attention juste sur l'ordre des transformations au risque de perdre les pointeurs. OK. Maintenant, juste, s'il vous plaît, c'est ça les listes bidirectionnelles, c'est ça le principe. Donc, l'idée, c'était d'ajouter un champ précédent. Maintenant, avant de clôturer cette section, ma question, finalement, qui est meilleur? Les listes chaînées, les listes simplement chaînées ou les listes doublement chaînées? Qui est le meilleur modèle? Doublement. Doublement chaîné. Le doublement chaîné. Doublement chaîné. Mais est-ce que le doublement chaîné présente des inconvénients? On a vu l'avantage. Est-ce qu'il présente des inconvénients? Plus de mémoire. Eh bien oui. Eh bien oui. Plus de mémoire, c'est une perte de mémoire. Donc, le modèle bidirectionnel, c'est vrai, il est intéressant. Ça nous permet de nous déplacer dans les deux sens. C'est une optimisation en termes de déplacement pour gagner du temps. C'est vrai, c'est intéressant. Mais en contrepartie, l'inconvénient, c'est quoi? C'est une perte de mémoire. Comment? Imaginez, pour chaque élément, on doit ajouter un champ supplémentaire. D'accord? Et imaginez si vous avez un nombre important d'éléments,
vous devez ajouter un nombre important de cases. Et c'est une perte de mémoire. D'accord? Imaginez, pour chaque élément, vous avez besoin d'un champ supplémentaire. Donc, c'est une utilisation supplémentaire de la mémoire et c'est ça l'inconvénient. Donc, l'avantage, c'est vrai, ça nous permet de nous déplacer dans les deux sens. Ça accélère le parcours, c'est vrai, mais au détriment de la mémoire. Donc, finalement, qui est meilleur? Simplement enchaîné ou doublement enchaîné? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de l'utilisation. Tout à fait, c'est la réponse. Justement, tout dépend de l'utilisation. Le simplement enchaîné, l'avantage c'est quoi? C'est une optimisation de la gestion de la mémoire, mais une lenteur dans le parcours. Et le bidirectionnel, il est rapide dans le parcours, mais une perte supplémentaire de mémoire. Donc, tout dépend de l'application. Si l'application a besoin de la mémoire et le temps n'est pas vraiment crucial pour elle, autant utiliser les listes simples. Maintenant, s'il n'y a pas de problème de mémoire, il y a suffisamment de mémoire, par contre le temps est très important, dans ce cas, utilisez les listes bidirectionnelles. Donc, tout dépend de la nature du problème. On ne dira pas que l'un est meilleur que l'autre, que le premier modèle est meilleur ou inversement. Tout dépend de l'application parce que chaque implémentation, chaque choix a les avantages et les inconvénients. Est-ce qu'on a compris? Oui, monsieur. Très bien, parfait. Maintenant, la dernière section concernant les listes, ça concerne un type particulier des listes qu'on appelle les listes circulaires. Les listes circulaires. Alors, c'est quoi les listes circulaires? Donc, les listes circulaires sont des listes chaînées, donc il y a la notion du chaînage, liste chaînée, avec la particularité que le dernier élément pointe le premier élément de la liste. C'est-à-dire il y a un lien entre le dernier et le premier. C'est-à-dire le suivant du dernier, c'est le premier élément, c'est la tête de la liste. Alors, les listes circulaires peuvent être simplement enchaînées ou doublement enchaînées. On peut parler des listes circulaires simplement enchaînées avec un seul chaînage, comme on peut parler des listes circulaires doublement enchaînées avec un double chaînage. Un schéma. Donc, une liste circulaire se présente comme suit. Donc, vous avez une tête qui est le point d'accès, le point d'entrée à la liste. Il y a toujours la notion de tête. Le premier élément pointé par tête contient une information sur l'élément suivant, il pointe sur 7. Le 7 pointe sur 9, le 9 pointe sur le suivant, etc., etc. Jusqu'à arriver à 3, qui est l'avant-dernier. 3 pointe sur 15, qui est le dernier élément de la liste. Mais le dernier élément de la liste n'a plus nil, mais plutôt il pointe le premier élément. Monsieur, vous avez Oui. انا حابين نديرو ان باركور تاع لا ليست وانا حابين نحبسو كيفاش يحبس اذا مكني Mais شكون j'arrive, الكونديسيون je suis en train d'expliquer, monsieur, j'arrive. Je suis en train d'expliquer justement. J'arrive. Donc, le dernier élément 15 qui pointe le premier élément. On appelle ça les listes circulaires ou bien les listes ouvertes. Les listes ouvertes ou bien les listes sans fin. On les appelle les listes sans fin. D'accord? Parce que la fin, on avait la fin exprimée par le nil. Maintenant, il n'y a pas le nil. D'accord? Donc, on appelle ça liste circulaire ou bien liste sans fin ou bien liste ouverte. D'accord? Ça, c'est pour la représentation, l'implémentation. Maintenant, vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt de telle liste? Pourquoi ces listes? Alors, sachez que ces listes sont utilisées pour programmer tous les algorithmes qui se basent sur le principe à tour de rôle. À tour de rôle. Que ce soit les jeux à tour de rôle ou bien au niveau du système d'exploitation, etc. Je donne un exemple. Supposons vous avez un jeu, un tour de rôle. Les joueurs jouent à tour de rôle. D'accord? Vous avez le premier joueur, on lui donne la main, il joue. Ensuite, il donne la main au deuxième joueur, le deuxième, troisième, jusqu'au dernier. Et le dernier redonne la main au premier. Et ça se fait d'une manière circulaire.
Par exemple, le jeu Monopoly ou bien le jeu des cartes, si on veut les implémenter, etc. D'accord? On les implémente par une liste circulaire, c'est-à-dire le dernier donne le contrôle ou bien donne un lien au premier. Ça, c'est dans le domaine des jeux. Dans le domaine informatique, peut-être le domaine qui nous intéresse, c'est l'attribution d'une ressource partagée. J'explique. Dans les ordinateurs que vous avez, soit les laptops ou bien les desktops, sachez qu'il y a un seul processeur. D'accord? Et pour le même processeur, on peut faire plusieurs choses en même temps. Les choses, on les appelle processus. D'accord? Alors, sachez qu'à un moment donné, le processeur ne fait qu'une seule chose. Toi, tu as l'impression que plusieurs choses se font en même temps. Tu es en train d'imprimer, de télécharger, de rédiger dans Word, éventuellement d'entendre, par exemple, de voir un film ou bien une séquence YouTube, etc. Ça te donne l'air que ça s'exécute en même temps. Mais en réalité, non. En réalité, comment ça se passe? On alloue le processeur pour le premier processus pour une certaine durée. Ensuite, on enlève le processeur, on va l'allouer pour le deuxième processus, pour une deuxième passe. Ensuite, on l'alloue pour le troisième processus, etc. Jusqu'à un énième processus pour une durée d'énergie. À tour de rôle à tous les processus. Tellement le processeur est rapide, on ne va pas s'apercevoir qu'il y a un passage d'un processus à un autre, tellement que c'est rapide. Mais en réalité, on donne le processeur pendant un temps pour le premier processus, ensuite le deuxième, troisième, et ainsi de suite. Ensuite, on revient. Et c'est ce qu'on appelle à tour de rôle. D'accord? Et c'est le système qui gère cette politique. C'est l'attribution du processeur à plusieurs processus en tour de rôle. Donc ça, c'est l'utilisation des listes circulaires au niveau des systèmes d'exploitation. Et je vous ai dit d'une manière générale, avec ces listes, on implémente tous les algorithmes qui s'articulent, qui se basent sur le principe tour de rôle. Premier, deuxième, troisième, quatrième, et on revient. Premier, deuxième, troisième, quatrième, et on revient, et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est l'utilisation. Alors, maintenant, pour l'implémentation et pour la création, alors, en termes de déclaration, à votre avis, y a-t-il une différence entre la déclaration d'une liste chaînée et une liste circulaire? Non. Non, c'est la même chose. Non, c'est la même. Exact. En termes de structure, c'est la même déclaration. D'accord? Qu'est-ce qui change? Uniquement le remplissage et le traitement. Allez, une petite application sur les listes circulaires. Je vous demande de créer une liste circulaire. Donc, tête en entrée-sortie et N, le nombre d'éléments. Et le nombre d'éléments. Alors, nous, que, liste, etc., c'est des variables intermédiaires avec lesquelles je vais travailler. D'accord? Alors, début. Pour i allant de A à N, je vous demande de construire cette liste. On va la construire. Alors, pour i allant de A à N, qu'est-ce qu'on fait? On commence par quoi? Allouer. Tout à fait. Lire NB, je lis un nombre. Je fais une création. Si nous différent de nil, alors nouv.info égale NB. Vous êtes d'accord? Je remplis le premier élément. Ensuite, je fais quoi? C'est une création qui se fait à la queue. Hein. À chaque fois, on ajoute un élément à la queue. J'insère le 12, ensuite le 7, ensuite le 9, ensuite le 3, ensuite le 15. Allez, Chaînage. je mets à jour le chaînage, tout à fait. Je fais quoi? Je fais un test. Un test, très bien. Je teste quoi, monsieur? Si tête égale nil. Tout à fait, très bien. C'est tête égale nil. C'est tête égale nil, ça revient à tester si i égale 1, si c'est la première insertion. Vous êtes d'accord? Si c'est la première insertion, soit i égale 1, ou bien, comme vous l'avez dit, monsieur, c'est tête égale nil. Alors, si i égale 1, s'il s'agit du premier élément, alors tête reçoit nouv. Tout simplement. D'accord. Sinon, tête égale nouv. Et aussi, allez-y, j'essaie de... Sinon, nous, point suivant, soit tête. Non, les insertions se font à la queue.
Alors, pour simplifier les insertions, on crée un nouveau pointeur qui s'appelle que, qui va Que suivant soit nous. sauvegarder l'adresse du dernier élément inséré. Hein. D'accord? Ce pointeur-là, que, sauvegarde à chaque fois l'adresse du dernier élément inséré. Ici, pour le premier élément, c'est i égale 1. Alors, tête égale nouveau et aussi Que reçoit tête. Que reçoit nous? que reçoit tête. On peut la faire comme on peut la laisser par la suite. Sinon, si ce n'est pas le premier élément, si ce n'est pas le premier élément, c'est-à-dire il y a eu des éléments avant, et que toujours pointe le dernier élément, que pointe le dernier élément. Par exemple, ça, c'est le dernier élément. Vous savez que pour relier cet élément à un autre, supposons que vous avez créé un élément ici. D'accord? Donc, que point suivant reçoit nouveau, c'est tout. Vous allez créer ce chaînage. D'accord? Que point suivant reçoit nouveau, et en plus, cet élément, qu'est-ce qu'il devient? Non, point suivant soit né. Que reçoit nous? Cet élément, qu'est-ce qu'il devient? La queue. Tête reçoit. La queue. Il devient la queue, tout à fait. Donc, il devient la queue. Soit ici, on fait que reçoit nous, ou bien, vous m'avez dit tout à l'heure, que reçoit nous ici et ici. Dans les deux cas, la queue devient nous. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, monsieur. Voilà. Donc, on fait sortir cette instruction en facteur commun. Donc, que égale nous. Dans les deux cas, vous pouvez l'écrire ici, que égale nous. C'est vrai. Le nouvel élément que vous venez juste de créer, il devient la queue. Et pareil ici, dans les deux cas, que reçoit nous. Donc, l'élément que vous venez juste de créer, il devient nous. Et c'est bon, FC. Donc, fin de si. Est-ce qu'on a terminé? Non. Qu'est-ce qui reste? Que point suivant reçoit nul. Pardon? Reçoit tête. Que Reçoit point tête. suivant reçoit tête. Reçoit tête. Tout à fait. À la fin, justement, la particularité des listes circulaires, à la fin, tout à fait à la fin, que point suivant, le dernier élément qui a été inséré, il faut qu'il pointe sur la tête parce que vous avez sauvegardé la tête. La tête, elle est là. D'accord? Donc, le que point suivant reçoit tête, c'est-à-dire celui-là pointe un autre élément. Vous allez ajouter autant d'éléments que vous voulez et celui-là pointe un autre élément. Lorsque vous sortez complètement de la boucle, le dernier va pointer le premier élément pour avoir les listes circulaires. D'accord? Donc, à la fin, que point suivant égale tête et c'est fini. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça les listes circulaires. Alors, une petite idée sur le parcours, justement, maintenant, comment parcourir les listes circulaires? Si je vous demande de chercher une valeur dans une liste circulaire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme d'habitude, qu'est-ce qu'on a fait l'habitude de faire tant que tête différent de nil? Non. Non, il n'y a pas la notion de nil. Donc, comment s'arrêter? Monsieur, monsieur, on garde l'adresse de la tête et on bien la vérification. Tête, je l'ai, tête. Dans tous les cas, je l'ai. l'adresse تاع الدوزيام إيليمون نبداو لأنه ماشي حتى لي تاعت خاص حتى اللي فوق اللي تاع لازم تستويه من قبل. Exact, c'est ça la réponse. Donc, l'idée, c'est quoi, mes amis? Je ne pourrai plus faire le parcours à partir du premier, d'accord? Parce que le premier, lui, il a l'adresse tête. Donc, je ne peux pas faire tant que P différent de tête. Sinon, je ne vais pas entrer carrément dans la boucle. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de vérifier le premier élément tout seul avant de commencer la boucle. Ensuite, on lance la boucle à partir du deuxième élément. Je vais expliquer. Alors, l'idée, c'est quoi? Pour chercher un élément dans la liste, d'accord? Tu vas traiter le premier élément à part. D'accord? Tu vas tester. Est-ce que tête.inf égale val? Si c'est bon, tu diras que la valeur existe. Sinon, tu commences le parcours à partir du deuxième élément. Et quelle sera la condition d'arrêt? Tant que P différent de
tête. Lorsque j'arriverai à un pointeur qui est égal à tête, parce que finalement, nous avons tête. Vous êtes d'accord? C'est la valeur qui est incluse dans tête. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Donc, l'idée, vous traitez le premier élément à part, ensuite vous lancez la boucle à partir du deuxième élément. Et si je la lance à partir du deuxième élément, quand est-ce que je vais m'arrêter? Lorsque le champ suivant égale à tête. Lorsque le champ suivant reçoit tête, ça veut dire que j'ai parcouru toute la liste. Voilà, monsieur, Oui. on peut travailler avec la boucle répétée. Et on peut travailler avec la boucle répétée. Mais la manière que je t'ai donnée, c'est la manière la plus simple. C'est de traiter le premier élément à part, ensuite de lancer la boucle à partir du deuxième élément. Et vous aurez un exercice sur les listes circulaires dans la série des exercices. D'accord? Voilà. D'autres questions, s'il vous plaît? C'est clair? Donc, c'est ça les listes circulaires et c'est ça les listes bidirectionnelles. Donc, ce sont des listes particulières, très intéressantes, utilisées en pratique. Et j'ai préparé des exercices dans ce sens sur la série. Alors, sur ce, on termine complètement le chapitre concernant les allocations dynamiques. On a tout vu concernant les listes. Permettez-moi juste d'arrêter l'enregistrement, s'il vous plaît.